Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du 14h de Radio J. C'est l'heure du grand entretien de cette édition. Monsieur l'ambassadeur Daniel Saada, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le chargé d'affaires de l'ambassade d'Israël en France. L'année 2020 s'achève donc dans quelques heures. Elle a été pour Israël comme pour le monde entier très difficile. La Covid-19 a été particulièrement meurtrière. Elle a fragilisé, parfois mis à l'arrêt des secteurs entiers de l'économie. Une année 2020 qui a été néanmoins marquée par d'importants succès diplomatiques pour l'État d'Israël, avec notamment la signature des accords d'Abraham au mois de septembre dernier. Alors je sais que la césure des années n'est pas forcément très pertinente pour les diplomates et pour l'exercice diplomatique, mais prêtons-nous, si vous le voulez bien, à cet exercice un instant. Que retiendrez-vous, monsieur l'ambassadeur, de cette année 2020 qui restera sans aucun doute dans les annales ? Incontestablement, cette pandémie mondiale qui nous a touchés tous, en Israël comme ailleurs, qui évidemment a marqué notre quotidien, parce que vous l'avez dit, il n'y a pas un secteur qui n'a pas été impacté, qui n'a pas été touché. Donc évidemment, le Covid-19 et le Corona nous ont beaucoup occupés, mais je crois, et vous l'avez également souligné, que l'année 2020 restera comme une des très belles années du Proche-Orient pour Israël et pour le Proche-Orient, avec la dynamique lancée par le plan de paix du président Trump qui a été lancé à la fin du mois de janvier. L'année avait bien commencé et qui a abouti à la signature de ces accords qui ont permis la normalisation avec beaucoup de pays arabes au Proche-Orient, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, c'est important. Puis je crois qu'il faut aussi rappeler ce qui s'est passé au début de l'année 2020 avec la visite du président français en Israël autour des commémorations du 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. C'était aussi un événement important au niveau bilatéral. Cela faisait longtemps. C'était le premier déplacement du président Macron en Israël. Je dis premier parce que nous espérons qu'il y en aura un second avant la fin de son mandat. C'est discuté en ce moment ? Écoutez, en tout cas, il en a pris l'engagement. Donc évidemment, la crise, la pandémie, les élections qui se multiplient chez nous, tout cela ne facilite pas les choses. Mais j'espère sincèrement qu'il y aura un deuxième déplacement bilatéral comme il se doit, comme il s'y était engagé. Probablement donc après les élections de législatives israéliennes. Certainement. En tout cas, c'est notre souhait et nous l'accueillerons à bras ouverts. Monsieur l'ambassadeur, comment cette pandémie a-t-elle impacté votre activité diplomatique à Paris ces derniers mois ? Vous savez, nous autres diplomates, nous travaillons essentiellement sur le contact, sur les visites, sur les rencontres, sur tout ce qui est interdit par le confinement. Donc évidemment, c'est une situation très difficile, mais nous avons tous rebondi, pas seulement les diplomates, avec évidemment les nouvelles technologies qui ont été utilisées pour permettre malgré tout de maintenir les contacts, la communication. Ce célèbre Zoom qui a envahi la planète et qui nous a permis à tous également... C'est un des mots de cette année 2020. Oui, un des mots de 2020, une des techniques, une des solutions qui a été trouvée. Et évidemment, nous y sommes pliés, nous aussi, diplomates. Notre correspondante Pascal Zonshine évoquait tout à l'heure le rythme effréné de la vaccination contre le coronavirus en Israël. 800 000 Israéliens ont déjà reçu la première des 2 injections nécessaires pour être immunisés. La question de l'approvisionnement continue. En vaccin continue d'occuper, dit-on, jour et nuit les autorités israéliennes et en particulier Benjamin Netanyahou. Le vaccin constitue-t-il, selon vous, le moyen le plus efficace, le plus rapide pour sortir Israël de la pandémie ? Je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste, mais je n'en connais aucun autre. Nous pensons sincèrement que ce vaccin qui a été validé, et qui n'est pas si nouveau que cela, encore une fois, je ne suis pas spécialiste pour en parler, mais je comprends que la technologie n'est pas nouvelle, elle existe sur le marché depuis plusieurs années, et nous avons, je crois, beaucoup de chance que cette technologie a pu être utilisé pour le coronavirus, parce que le contraire aurait été possible. Il eût été possible que cela ne marche pas pour le coronavirus. Les nouvelles sont possibles, on l'a appris cette année. Donc voilà, quand il y a des bonnes nouvelles, il faut s'en saisir et il faut les appliquer. C'est ce que nous faisons en Israël. Un tiers de la population de plus de 60 ans a déjà été vaccinée. Si vous y rajoutez les 600 et quelques mille malades qui ont développé la maladie et donc des anticorps, nous sommes maintenant pratiquement 1,5 million d'Israéliens qui, a priori, sont en voie d'être prémunis contre le virus. Donc ce sont d'excellentes nouvelles, en effet. On parle parfois en Israël, en France et ailleurs d'incurie des autorités. Et là, ce qui est très marquant dans le cas israélien, c'est l'anticipation
des autorités pour faire venir en Israël, pour importer de manière massive des vaccins de différents laboratoires. Incontestablement, il y a eu ici une véritable politique de prévision pour permettre à l'avance, dès que Gouverner, le c'est virus... prévoir, disait-on. Voilà, c'était exactement ce qui s'est appliqué chez nous. Je crois qu'il faut aussi dire qu'il y a deux choses qui ont marqué, qui étaient peut-être caractéristiques à Israël et qui ont facilité les choses. La première, c'est que nous avons une très forte conscience des situations d'urgence, malheureusement. Et nous avons pu utiliser cette habitude des situations d'urgence lorsque la pandémie a éclaté. Et nous étions peut-être un tout petit peu en avance par rapport à d'autres pays par rapport à cela, parce que nous avions l'habitude de gérer des situations de crise. Et la deuxième chose, c'est que nous avons un système de santé national avec le système des coupotrolim, avec le système des dispensaires qui sont disséminés à travers le pays et qui permettent beaucoup mieux de pouvoir distribuer des vaccins lorsqu'il y a une campagne nationale que dans des pays comme la France, où il y a un système de médecine privée à domicile et où lorsqu'un vaccin doit être acheminé à moins 80 degrés, c'est évidemment beaucoup plus difficile. L'écosystème israélien était plus favorable à cette stratégie Il était plus favorable et nous l'avons utilisé et nous l'avons développé et nous avons aussi innové, parce que vous savez qu'on aime innover. Donc je ne sais pas si vous avez vu les images de la place Rabin avec cette centre de vaccination que nous sommes en train de monter, qui peut-être à l'heure où je vous parle est déjà monté et qui va permettre 8000 vaccinations pratiquement par jour. Donc c'est quelque chose de merveilleux. Et nous allons développer ce genre de centre provisoire pour permettre justement de continuer cette campagne grand public, pour arriver peut-être à la fin du mois de mars à ce que nous atteignions ce célèbre seuil de ce qu'on appelle l'immunité collective. Et nous y serons. L'objectif quotidien, c'est bien 150 000 vaccinations tous les jours ? L'objectif, c'est ce que le ministre de la Santé a dit. À Pessah, pouvoir enfin cette année célébrer le Seder en famille. Amen. Monsieur l'ambassadeur, vous avez vivement réagi à une chronique diffusée le 28 décembre dernier sur France Inter, intitulée « Israël, le vaccin et les prisonniers palestiniens ». Le chroniqueur et journaliste Anthony Bélanger, il dénonce une décision du ministre de la Santé, Amir Ohana, de ne pas faire vacciner les prisonniers. Je dis d'ailleurs ministre de la Santé, mais ce n'est pas le ministre de la Santé. Ministre de la Sécurité. De la Sécurité, intérieure. Je m'excuse. De la Sécurité intérieure, Amir Ohana, de ne pas faire vacciner les prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes, une décision qu'il qualifie d'abjecte. Vous avez rapidement dénoncé une contre-vérité. Pour quelle raison ? Tout simplement parce que c'est faux. Il y a un débat en Israël, vous savez, c'est un exemple patent de la désinformation que nous subissons de manière régulière de la part de certains journalistes et certains médias. L'affaire est toute simple. Il y a un plan qui a été mis en place par le ministère de la Santé. Dans ce plan, il y a des populations qui ont été prévues pour pouvoir recevoir le vaccin. Le ministère de la Sécurité intérieure, qui a l'autorité sur l'administration pénitentiaire en Israël, a tout simplement dit qu'il fallait dans un premier temps permettre l'accès au vaccin au personnel et dans un second temps faire en sorte que la population carcérale israélienne reçoive le vaccin en même temps que la population générale. Voilà ce qu'il a dit, tout simplement. Il a dit qu'il fallait que les détenus, lorsque la tranche d'âge arrivera pour la population israélienne des moins de 50 ans, eh bien les détenus moins de 50 ans recevront le vaccin. Il n'y a pas question de les prioriser. Voilà ce qu'a dit le médecin, le ministre. Il n'a jamais dit que des prisonniers, parce qu'ils sont entre guillemets politiques, parce que je répète qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Israël. Cette définition est absolument abjecte. Il n'y a pas de prisonniers politiques en Israël. Pourquoi est-ce que lorsqu'un terroriste ouvre le feu au Bataclan, c'est un terroriste, mais lorsque un Palestinien ouvre le feu dans un restaurant de Jérusalem, c'est un prisonnier politique? Non, cette définition est absolument inacceptable. Mais quoi qu'il en soit, les consignes qui ont été données par le ministre ne font aucune discrimination entre aucun prisonnier. Simplement, il a demandé absolument les prisonniers de sécurité absolument et les prisonniers de manière aucun. générale. Il a demandé, et je crois que c'est tout à fait, en tout cas à titre personnel, je le trouve tout à fait acceptable, il a demandé à ce que les prisonniers reçoivent, les détenus dans les prisons israéliennes reçoivent le vaccin en même temps que la population. Voilà. Il y a un calendrier qui est établi avec des tranches d'âge, avec des catégories à risque, etc., etc. Et en fonction des catégories, lorsqu'on arrivera pour la population générale, on l'appliquera pour les détenus. Il n'y a absolument rien d'abject, il n'y a absolument rien de discriminatoire. C'est une contre-vérité qui a été utilisée pour essayer encore une fois de discréditer
l'image de l'État d'Israël, et je trouve cela absolument inacceptable, d'autant que, comme vous le savez, cela a été diffusé sur les ondes de la radio publique française, et qu'à ce jour, aucun correctif et aucune correction n'a été faite. Alors justement vérifié il y a un peu moins d'une heure sur le site, l'article n'a pas été mis à jour depuis le 28 décembre. Est-ce que vous avez obtenu une quelconque réponse de la direction de Absolument aucune, à l'heure où je vous parle malheureusement. D'autres journaux ont repris cette information, parce que vous connaissez la formule, vous êtes vous-même journaliste, à partir du moment où une information est diffusée, qui plus est par une chaîne d'information, une radio qui devrait être sérieuse, ou qui en tout cas pourrait être considérée comme sérieuse, donc elle est reprise. Alors par exemple, l'hebdomadaire Le Point sur son site a repris l'information hier matin. Nous avons attiré leur attention immédiatement, et en quelques heures, ils ont corrigé, d'abord en mettant un point d'interrogation à la fin de l'assertion, et ensuite en rappelant qu'il y a une polémique et qu'a priori l'article du journal Haaretz a été mal traduit par le journal Courrier International, à partir duquel cette polémique inutile a été développée. Est-ce que cette polémique témoigne du climat de défiance dont fait parfois l'objet Israël dans certains milieux intellectuels en France ? Je crois qu'elle est l'expression de cette mauvaise foi et de cette volonté de discriminer, de délégitimer l'État d'Israël de manière systématique, de manière, j'ai envie de dire, obsessionnelle, parce qu'il y avait là vous savez quoi ? Il y avait là l'occasion de féliciter l'État d'Israël. Il y avait là l'occasion de dire qu'il y a un débat en Israël pour savoir est-ce que des prisonniers, parce qu'ils sont peut-être dans des conditions de surpeuplement, est-ce qu'il faut les vacciner en priorité ? C'est le débat qui a lieu, c'est ce que l'article du journal Haaretz a essayé de mettre en avant, puisque la décision du ministre a été critiquée parce que on considérait que, est-ce que d'un point de vue purement théorique, réglementaire, est-ce qu'il a la prérogative, est-ce qu'un ministre de la Sécurité intérieure a l'autorité, la compétence juridique pour remettre en cause des recommandations du ministère de la Santé. Un peu comme si le débat en France était de dire, est-ce que le ministre de la Justice, qui a compétence sur l'administration pénitentiaire en France, a le droit de remettre en cause des recommandations du ministère de la Santé ? Voilà le débat. C'est un débat typique d'une démocratie. Il fallait nous féliciter pour ce débat et non pas nous accuser inutilement. Je reviens, monsieur l'ambassadeur, à l'actualité diplomatique. L'administration Trump a grandement contribué à la signature des accords d'Abraham et plus globalement au processus de réchauffement entre Israël et le Maroc, le Soudan et peut-être d'autres États demain. Est-ce qu'Israël va regretter Donald Trump alors que Joe Biden va s'installer à la Maison-Blanche le 20 janvier ? Oui, nous pouvons le dire sans embâche. Le président Trump a été un très grand ami d'Israël. Il a été non seulement un ami, mais il a mis en application ce qu'il disait. Et vous savez, la décision de transférer l'ambassade à Jérusalem a été votée par le Sénat américain il y a déjà presque 20 ans. Elle remonte à l'époque du président Clinton. Et vous voyez, c'est le président Trump, donc un président démocrate et un président républicain qui l'applique. Donc incontestablement, le président Trump... C'était une promesse de campagne de tous les présidents. De tous les présidents, c'était une constante dans les campagnes électorales aux États-Unis. Et nous sommes très heureux que le président Trump ait pu mettre en avant tous ces éléments et surtout les pratiquer, parce que c'est grâce, comme je l'ai dit tout à l'heure, à son plan de paix qu'il a... Vous vous souvenez, en janvier du début de l'année 2020, les critiques sur le plan de paix qui ne sert à rien, qui ne fait pas avancer les choses, un coup d'épée dans l'eau, etc., etc., etc. Il n'en demeure pas moins que grâce à ce plan de paix, grâce à la dynamique de réconciliation qu'il a lancée, eh bien aujourd'hui, il y a un processus de normalisation au Proche-Orient comme nous n'en avons pas connu depuis plus de 20 ans. Le dossier prioritaire de Joe Biden au Moyen-Orient concernera très probablement le nucléaire iranien. Quelles sont les attentes israéliennes en la matière ? Est-ce que Israël est favorable à une modification de l'accord signé en 2015 ou faut-il repartir à partir simplement d'une feuille blanche ? Je rappelle ce que le Premier ministre Netanyahu avait dit lorsqu'il s'était rendu devant le Congrès à l'époque où le président Obama avait poussé pour la signature de cet accord. Vous vous souvenez ? Cette apparition du Premier ministre israélien devant le Congrès américain avait été très critiquée parce qu'il avait pris l'initiative de s'adresser au Congrès alors que le président avait signé l'adhésion des États-Unis devant cet accord. Il avait dit une chose toute simple. À un mauvais accord, il faut un meilleur accord.
Donc cet accord doit être amélioré. Nous en connaissons les faiblesses. Si le président Trump a décidé de le quitter en 2015, ce n'est pas pour rien. C'est parce que nous savons qu'il y avait de très grandes faiblesses et de très grandes failles dans cet accord. Ce sont précisément les sunset clauses, l'absence de balistique. Notamment l'absence du balistique et l'absence de prise en compte de toutes les tentatives de déstabilisation, du rôle que l'Iran joue dans la déstabilisation du Moyen-Orient, du Proche-Orient, mais également d'autres sites et d'autres scènes sur l'ensemble de la planète. Donc ceci doit être amélioré. Nous espérons et nous pensons sincèrement qu'avec l'administration Biden, parce que ce n'est pas seulement un intérêt israélien, c'est un intérêt mondial, c'est un intérêt partagé par la communauté internationale, partagé évidemment par les États-Unis, et nous sommes convaincus que l'administration Biden va également être notre partenaire pour essayer de trouver les meilleures solutions possibles à ce qui est une menace permanente pour le Proche-Orient. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Daniel Sada, d'avoir été mon invité. Merci à vous. Shana Tova, bonne année 2021 et bonne santé. à bientôt sur Radio J.